toutes et à tous. Nouveau numéro de défense sur i24 News. Ne vous en faites pas, Mathias Inba revient très bientôt. En attendant, on parle de ces tensions sur le front nord. On commence avec l'actualité et ces tensions grandissantes à la frontière libanaise. On en parle avec vous, Déborah Benayoun. Bonsoir. Bonsoir. L'armée qui est donc en état d'alerte sur le front nord. Oui, signe d'une pression qui continue de monter sur le front nord. Le commandement nord a reçu l'ordre de renforcer l'état d'alerte des forces qui sont situées sur les 5 avant-postes à la frontière libanaise. Il faut aussi savoir que les conditions météorologiques hivernales inquiètent aussi les responsables sécuritaires. Il y a notamment cette tempête Byron la semaine dernière, les chutes de neige également dans les montagnes du Hermon. Et bien tout cela, ça constitue un avantage pour les forces de guérilla qui peuvent opérer à couvert malgré une faible visibilité, d'où le renforcement de l'état d'alerte de Tsahal. On rappelle aussi que l'armée israélienne continue de mener des éliminations ciblées par drone de terroristes du Hezbollah. Rien que sur la journée d'hier, il y en a déjà eu 3, dont une du côté de Sidon. Ça se situe à une quarantaine de kilomètres de la frontière avec Israël, sans oublier les 3 précédentes de ce week-end. En tout, Tsahal a annoncé cette semaine avoir éliminé une quarantaine de terroristes du Hezbollah depuis octobre, soit 420 qui auraient été donc éliminés depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Malgré ces éliminations presque quotidiennes, eh bien Israël reste tout de même convaincu qu'une escalade avec le Liban reste inévitable, notamment parce que Jérusalem estime que l'armée libanaise n'est pas à la hauteur de la situation. Les États-Unis tentent toujours de temporiser pour l'éviter, mais Jérusalem a clairement fait savoir que l'organisation terroriste se réorganise à une cadence soutenue, ce qui ne permet pas à Tsahal de l'affaiblir suffisamment. Israël constate aussi que l'Iran reprend son soutien au Hezbollah par de l'armement, mais aussi par des transferts de fonds qui permettent à l'organisation donc de reconstituer ses effectifs. Et puis, Déborah, les services de sécurité ont transmis des données plus qu'alarmantes sur les violations du cessez-le-feu du Hezbollah. Eh bien oui, Tsahal recense 1900 violations depuis la signature de l'accord il y a un an. De quoi parle-t-on ? Eh bien de l'établissement d'un dépôt d'armes, de production d'armement, de toute autre activité menée par les terroristes du Hezbollah qui vise à renforcer ou à restaurer la puissance de l'organisation terroriste. Selon les données de la radio militaire, Tsahal aurait sanctionné 998 violations et l'armée libanaise, quant à elle, 575 violations. Donc on voit bien ici que l'armée libanaise n'a sanctionné que les 2/3 de ces violations qui lui ont été signalées. En tout, environ 350 violations commises sont restées impunies. Israël estime que l'armée libanaise intervient davantage dans les zones qui sont dégagées où l'accès est plus aisé. Par contre, elle hésite à poursuivre les activités du Hezbollah au cœur des villages de peur de se confronter à la résistance de la population. Et puis elle évite aussi les nombreux tunnels, les complexes souterrains du Hezbollah, ce qui est évidemment extrêmement inquiétant puisque l'armée libanaise est supposée faire en sorte que le Hezbollah soit désarmé. Et elle n'y arrive pas forcément. Merci beaucoup, Déborah Benayoun, pour toutes ces explications. On continue d'en parler avec Amit Assa. Bonsoir, ancien membre du Shabak. Alors, Déborah en parlait. Tsahal continue de renforcer l'état d'alerte sur ses 5 avant-postes à l'intérieur du Liban, de renforcer aussi la sécurité à la frontière. Selon vous, cette guerre avec le Hezbollah, elle est inévitable ? Oui, en fait, nous voyons au fil de ces dernières périodes que ce que nous voulions voir et ce qui a été signé avec l'accord du Hezbollah n'a pas été réalisé comme nous le pensions, c'est-à-dire le désarmement du Hezbollah. Une des choses importantes de cet accord, c'est que le Hezbollah ne le respecte pas et nous voyons qu'il se réarme pour essayer de se renforcer, ce qu'Israël ne peut en aucun cas accepter. Et donc nous voyons constamment des initiatives israéliennes au Liban et surtout dans l'attaque de gens, pas seulement de lieux, et quand il y a des lieux où il y a des armements, nous prévenons d'abord sur le terrain l'évacuation et cette dernière semaine, l'armée du Liban nous a arrêtés en disant « je m'en occuperai moi ». Et nous voyons que l'armée du Liban a beaucoup de mal à traiter de cela et surtout comme nous l'entendons avec ces villages chiites au sud Liban, ce sont des villages qui adhèrent au Hezbollah et si le Hezbollah ne veut pas désarmer, eh bien ce sera une opposition très dure face à l'armée du sud Liban et l'armée du Liban ne peut pas arriver à faire le travail. On est dans une situation impossible pour nous. D'un côté, le Hezbollah ne veut pas désarmer, de l'autre côté, l'armée du Liban ne peut pas s'en occuper. Et donc, quand on a un Premier ministre aujourd'hui qui arrive aux États-Unis parler avec Trump, le point central à discuter pour lui, c'est notre capacité de
stopper le Hezbollah de manière définitive au Hezbollah au Liban. Et ça ne sera pas simple parce que ça signifiera une guerre plus agressive au sud Liban et au Liban afin de détruire le problème du Hezbollah. En même temps, on entend que l'Iran essaie constamment de renforcer le Hezbollah. Ils ont un problème d'amener des armements qui à l'époque passaient par la Syrie et ce n'est plus possible aujourd'hui, mais ils continuent à les soutenir financièrement pour construire leurs infrastructures politiques au Liban. Et donc nous sommes à la veille d'un combat qui sera difficile. Il nous faudra bien entendu d'abord avoir l'autorisation et l'aide nécessaire des Américains. Mais Amitaza, le Hezbollah, on le sait, jusqu'à la fin de l'année pour désarmer. Il ne veut pas désarmer et l'armée libanaise n'y parvient pas. Si au terme de 2 semaines, puisqu'il reste à peu près 2 semaines au Hezbollah pour désarmer, si au terme de 2 semaines, il n'y parvient pas, si Israël décide de prendre les choses en main, à quel scénario il faudrait s'attendre de Tsahal? Plutôt des frappes ciblées de l'armée de l'air ou alors plutôt une incursion terrestre? Nous avons déjà vu dans le passé qu'Israël sait agir contre le Hezbollah, même sur des lieux éloignés et là où l'on fabrique des armements et sur des lieux qui sont plus proches de la frontière où ça a une influence directe plus importante sur les localités du nord dans notre pays. Et nous ne voulons pas d'unités Radwan qui se reconstruisent. Et donc il n'y aura pas le choix et il faudra créer une œuvre stratégique militaire qui permettra qui empêchera le déploiement de Radwan sur la frontière et plus profondément dans le territoire libanais face aux infrastructures du Hezbollah. Si le Hezbollah, bien sûr, ne le veut pas, et nous savons que le Hezbollah ne veut pas désarmer, eh bien, il n'y aura pas le choix, il faudra mener cette action. Jusqu'à présent, nous le faisons de manière efficace. Le Hezbollah a pratiquement perdu tous ses biens stratégiques, mais il y a encore des activistes centraux et ils veulent continuer l'action du Hezbollah et continuer à mener un combat stratégique pour contrôler le Liban politiquement aussi. Et cela, nous devons absolument le stopper et clarifier à tous nos partenaires au Proche-Orient et surtout aux Américains que le Hezbollah, organisation terroriste, ne peut pas survivre en tant que tel au Liban. Et donc, une action militaire, si ça n'est pas fait par le Liban, et l'État du Liban, malheureusement, ne peut pas les désarmer, c'est Israël qui devra faire le travail. Merci beaucoup, Amitaza. Vous restez avec nous, puisque j'aimerais qu'on revienne à présent sur les tensions à Jaffa, puisque samedi soir, des centaines d'Arabes israéliens ont défilé dans les rues de la ville à la suite d'une altercation entre une conductrice et plusieurs suspects qui lui ont pulvérisé du gaz lacrymogène. Le ton employé est très explicite et hostile. Au Shin Bet, retour sur les faits avec Déborah Benayoun. Ces scènes ne datent pas de l'opération Gardien des Murs en 2021, mais ont bien été filmées au cœur de Jaffa, en banlieue sud de Tel Aviv, ce samedi soir. Des centaines d'Arabes israéliens descendent dans les rues et scandent des slogans clairement hostiles à Israël et aux services de sécurité intérieure. Une manifestation qui fait suite à une altercation entre une conductrice de Jaffa enceinte et plusieurs suspects qui lui auraient pulvérisé du gaz lacrymogène avant de s'enfuir. Le message est sans équivoque. Sami Abou Shehadeh, un ancien membre de la Knesset et ancien conseiller municipal de Tel Aviv-Jaffa, a accusé le gouvernement de complicité dans l'agression. Il a qualifié les agresseurs de colons. Cette agression n'est pas un incident isolé, mais plutôt un nouvel épisode d'une politique systématique visant la population de Jaffa et notre nation palestinienne dans son ensemble. 3 suspects ont été arrêtés suite à l'agression de la jeune femme. L'un d'entre eux était connu des services de police et faisait l'objet d'une injonction l'obligeant à se présenter 4 fois par semaine au commissariat de police de Tel Aviv. Par ailleurs, 15 hommes ont été arrêtés suite à la manifestation samedi soir. Ils étaient soupçonnés d'avoir eu un comportement susceptible de troubler l'ordre public. Ils ont tous été relâchés sous caution lundi après-midi. Amitaza, j'aimerais d'abord votre réaction sur le sujet qu'on vient de voir. Quand on entend dans les rues de Jaffa crier on récupérera Jaffa par le sang et par le feu, et quand on entend aussi dites à ces chiens du Shabbat qu'on n'a pas peur d'un affrontement, ça rappelle quand même les images qu'on avait vues en 2021 avant l'opération Gardien du Mur, non?
En effet, on comprend qu'il y a une escalade. D'où vient cette escalade? Des deux parties. Quand les extrémistes qui font des actions de provocation contre les Arabes d'Israël, mais d'un autre côté, les Arabes d'Israël qui doivent comprendre que leur fidélité à l'État d'Israël est engageante. Et toute déclaration nationaliste contre Israël qui vient inciter à la violence contre l'État et fait sortir les gens dans les rues comme dans le passé, on l'a vu, eh bien, cela ne peut que porter tort à toute la communauté arabe israélienne parce que nous croyons que les Arabes israéliens veulent vivre en Israël et reconnaissent Israël en tant qu'État. Et si les choses s'inversent et que les gens descendent dans la rue pour appeler à la haine et à la violence contre Israël et feront les déclarations comme on les a entendues en faveur du Hamas. Le Hamas est une organisation terroriste, on comprend bien ce que ça veut dire. Si on soutient un organisme terroriste, ça amènera une escalade inutile et il est vrai qu'il y a des événements qui sont exceptionnels. La police doit s'en occuper et il faut qu'elle le fasse, mais d'un autre côté, arriver à l'incitation à la haine dans la rue des Arabes contre Israël, ce serait un baril de poudre qui peut nous sauter au visage et cela fera souffrir tout le monde, y compris les Arabes israéliens, s'ils déclarent soutenir les organisations terroristes, ce qui est intolérable pour Israël et pour la police israélienne et certainement pas le Shabak. Et le Shabak veut maintenant s'occuper des activités criminelles et la situation pénale dans le secteur arabe est de plus en plus problématique et donc c'est une situation et nous espérons, en tout cas j'espère de mon point de vue, qu'on n'ira pas vers cette direction. Les Arabes israéliens doivent comprendre que s'ils ne font pas attention et avec ce qu'ils ont fait pendant toute la guerre, ils ne sont pas opposés à Israël, ils n'ont pas pris parti contre Israël et c'est comme ça que ça doit continuer, ils ne doivent pas soutenir le Hamas. Sinon, ça risquerait d'amener une escalade dont ils seraient les grands perdants. J'aimerais aussi qu'on s'arrête sur le fait que cette semaine, la police a arrêté 32 résidents illégaux dans un complexe d'appartements au cœur de Jaffa. Si des dizaines de personnes sont arrêtées en une seule nuit à Jaffa, il y en a encore beaucoup d'autres qui passent sous le radar. Qu'est-ce que ça vous dit aussi de la réalité de la sécurité intérieure ? Encore une fois, c'est une coopération de la population arabe israélienne avec quelque chose qui, de notre point de vue, est illégal. Les résidents non légaux, ils n'ont pas le droit de venir s'installer en Israël et c'est un danger sécuritaire. Nous comprenons qu'il y a 3 éléments ici que nous combattons. Premièrement, ceux qui les transportent, deuxièmement ceux qui les logent et ceux qui les emploient. Donc ce sont les 3 éléments que nous devons combattre. Dans la population arabe, il y a évidemment plus de facilité pour ces résidents illégaux pour vivre et pour être employés. Et donc c'est un danger que nous devons absolument présenter aux Arabes israéliens. Ils ne peuvent pas aider à cela parce que l'aide à des résidents illégaux en Israël, c'est une aide à des gens qui pourront toujours être des terroristes et attaquer Israël, et alors ils seraient accusés de coopération avec le terrorisme. Il faut que ça s'arrête, pas seulement à Jaffa, mais à Kfar Qassem et dans beaucoup d'autres localités où il y a des Arabes israéliens qui cachent des Arabes de Judée et Samarie qui soi-disant viendraient travailler, qui n'ont pas de permis. On ne peut jamais savoir s'ils viennent pour attaquer ou pour faire un attentat, et c'est toujours le danger. Merci beaucoup, Amit Assad. Avec nous, on s'intéresse à présent à l'utilisation de Selon la société, l'analyse précise et rapide de ces nombreuses données permet d'obtenir des renseignements en temps réel et d'améliorer la connaissance de la situation dans les scénarios critiques. Visual Lawyer propose de tirer parti de l'intelligence artificielle pour corriger les erreurs et incohérences dans les données et minimiser l'intervention manuelle afin de garantir une analyse de haute qualité. Et ce qui intéresse tout particulièrement le secteur de la défense, c'est la détection et l'analyse approfondie des menaces. L'IA est ici utilisée pour surveiller et analyser les passages frontaliers ou encore les incidents de circulation pour détecter les risques potentiels, les activités illégales, les failles de sécurité ainsi que les comportements suspects, notamment dans le cadre d'opérations à grande échelle. Visual Lawyer estime que ces outils permettent de garder une longueur d'avance sur les menaces en constante évolution, en fournissant des informations exploitables en temps réel.
Enfin, l'entreprise propose d'enrichir également les ensembles de données avec des métadonnées afin d'améliorer le modèle de l'intelligence artificielle sans avoir besoin de télécharger d'images. La société Visual Lawyer est agréée par le ministère israélien de la Défense. La question qui se pose désormais est de savoir dans quelle mesure ce système permet réellement d'accompagner les acteurs de la défense plus efficacement. Et j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau le cofondateur et CEO de Visual Layer, Danny Bixon. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Alors, première question, on sait que la guerre des images, c'est un front à part entière. Qu'est-ce que Visual Layer voit réellement quand elle analyse une image? Est-ce que c'est un gain de temps phénoménal ou est-ce qu'elle peut détecter aussi des choses que l'œil humain ne peut pas voir? Oui, bonjour. Merci de m'avoir convié. Je suis heureux d'être ici. Nous sommes une société qui sait prendre des informations de grande quantité, de tout type, des réseaux sociaux, de caméras, sur drones, sur pieds, sur personnes, et prendre tous les renseignements intéressants selon l'intérêt du client, ce qu'il cherche, et en particulier autour du comportement humain, comportement bizarre, illégal, terrorisme, etc. Donc sur la base de renseignements images. Alors justement, les images que vous recevez, elles proviennent des réseaux sociaux, elles peuvent provenir aussi de drones. Donc il peut y avoir aussi des contenus qui proviennent par exemple de la bande de Gaza? Nous recevons du renseignement du client. Donc nous sommes chez le client, on ne sait pas ce que le client fait. Mais nous travaillons avec toutes sortes de clients sécuritaires qui ont des documents sensibles de tout tas d'endroits et beaucoup de données aussi de caméras publiques, Gaza aussi bien sûr, sur TikTok. Il y a des quantités de renseignements qui en sortent et personne n'a aucune idée de ce qui s'y passe et on y trouve des choses très intéressantes. Est-ce que ça peut aller plus loin que le traitement de l'image? C'est-à-dire, est-ce qu'elle peut dire où une image a été prise pour pouvoir ensuite peut-être la relier à d'autres informations? Généralement, nous ne savons pas où la photo a été prise. Les réseaux sociaux enlèvent avec exprès de ces renseignements. Mais nous pouvons tirer des leçons par des points de repère que nous pouvons voir. Il y a des tas de points de choses. Et les gens adorent se photographier et se montrer. Et donc souvent, on a d'autres informations dans l'image qui nous intéressent. Mais de manière générale, on ne sait pas où est-ce qu'on a été photographié et on ne sait pas quand non plus la photographie a été prise, mais juste quand cette photographie a été mise en ligne ou la vidéo. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire qui sont vos clients qui utilisent actuellement Visual Layer ou est-ce que c'est quelque chose que n'importe qui peut utiliser? Généralement, nous travaillons avec des clients ou sécuritaires, des gouvernements, des armées, des organisations de sécurité, police, renseignements et autres, mais nous avons aussi dans le domaine civil, dans des sociétés de commerce, de voyage, de fabrication. Donc ça convient à toutes sortes de secteurs, mais il y a beaucoup d'intérêt évidemment dans le domaine sécuritaire. Évidemment, c'est notre client numéro 1, évidemment, du point de vue de la demande. Danny Bixon, on sait que Tsahal utilise l'intelligence artificielle avec plusieurs logiciels comme Lavender et Apsora justement pour traiter des gros volumes de photos et de vidéos, même recenser des suspects ou des banques de cibles. Est-ce que vous pouvez, avec Visual Layer, est-ce que vous pouvez coopérer par exemple avec l'armée ou les services de renseignement par exemple? Absolument. On peut coopérer. Je ne voudrais pas parler de clients spécifiques, mais nous avons travaillé, nous travaillons et nous travaillerons avec ce type de clients, bien entendu. Quel est le plus grand défi que vous rencontrez aujourd'hui avec votre IA et surtout le plus grand avantage? Qu'est-ce qui vous différencie par rapport aux autres logiciels d'intelligence artificielle?
Excellente question. Le premier problème, c'est qu'il y a énormément de données. Il y a tellement de caméras autour de nous. Par exemple, TikTok, c'est 1,5 milliard d'utilisateurs qui mettent tous des vidéos en ligne. Le coût de l'analyse de toutes ces données est complètement folle. Aucune organisation ne peut payer pour cela. Et nous avons développé au fil des années énormément de moyens pour prendre en compte les questions graphiques, et donc 8%. Pour 8% du coût, normalement, nous pouvons analyser énormément de données. Et les données que nous recevons sont en majeure partie inintéressantes. Des anniversaires, des chats, des pianos, des tas de choses qui n'ont aucun intérêt et pour quiconque. Et il faut trouver donc les diamants dans ces quantités de données énormes. Et c'est là notre capacité d'analyser les données, créer un graphique de compréhension de ce qu'il y a dans ces données ou pas. Et on n'a pas besoin d'analyser chaque photo, chaque vidéo, mais faire un agrégat et passer sur les passages qui peuvent être intéressants pour nous. Merci beaucoup, Danny Bixon, d'avoir été avec nous sur le plateau d'i24 News. Et on termine ce numéro de défense avec un allumage de Hanouka particulier et émouvant. Il y a 1 an, le capitaine Amit Levy était tué au combat le premier jour de Hanouka. Cette année, sa femme, leurs enfants et ses frères d'armes ont allumé ensemble la première bougie. Regardez. Il y a certaines lumières qui ne s'éteignent jamais. Le capitaine Amit Levy était l'une d'entre elles. Mari aimant, père de 4 enfants, commandant d'exception, il est tombé au combat le jour de Hanouka, l'an dernier. Pour ses proches comme pour ses soldats, cette date est devenue un symbole. Un amour aussi grand ne peut pas s'éteindre. Et l'amour que nous ressentons de la part de l'équipe, c'est exactement comme un écho, un aller-retour permanent entre Amit et eux, entre eux et nous. Amit Levy a été tué le 26 décembre dernier dans le centre de la bande de Gaza. Son unité menait alors une opération nocturne de routine, une incursion destinée à localiser des missiles anti-chars, des armes et des moyens de renseignement du Hamas. Sur le terrain, il n'était pas seulement un chef. Il savait décider, mener ses hommes comme un commandant, mais aussi écouter et les protéger comme un père. Il avait toujours cette capacité de leadership, savoir quand être le commandant, nous mener au combat, prendre les bonnes décisions. Et quand nous parlait d'homme à homme, nous accompagner, nous conseiller, il voyait toujours la vision d'ensemble. Même quand nous partions pour une opération simple, il pensait avant tout au bien de l'État d'Israël, au bien du peuple juif. C'était un homme qui croyait profondément en sa voix et c'est cela qui le rendait unique. Depuis la mort d'Amit, ses soldats n'ont jamais rompu le lien. Ils sont restés proches de son épouse, Reine, et de leurs 4 enfants, restés orphelins de leur père. À chaque fête, ils se rendent chez la famille pour soutenir, accompagner et renforcer. D'un côté, c'est extrêmement réconfortant. En même temps, c'est parfois très difficile, presque déroutant. C'est étrange que son absence devienne une forme de normalité, alors qu'eux sont là. Pour moi, c'est très fort, et pour les enfants encore plus. Au-delà du professionnalisme, il était un père. Il était un ami. Il connaissait chacun de nous dans les moindres détails, savait nous comprendre. Il savait quand nous lâcher, comment tirer le meilleur de nous-mêmes et nous pousser à avancer. Et surtout, il était là pour nous. Récemment, ses frères d'armes ont achevé un 5e cycle de réserve. Cette fois en mission au Liban et pour la première fois, sans Amit en tant que commandant. Lors du dernier déploiement, nous n'avions pas de commandant, vraiment. Parce que le vide qu'il a laissé est impossible à combler, et pas seulement sur le plan hiérarchique. Ce n'est pas simple. Nous sommes venus à cette mission avant tout pour lui. Nous y sommes allés parce que c'est un processus qu'il avait initié, et nous continuons son histoire. C'est sa part à lui. Cela nous marque profondément. Pour ces soldats, Hanouka ne sera plus jamais la même. Ils disent que ce jour-là, en pleine fête des Lumières, on leur a pris le phare de l'équipe. Et pourtant, sur le terrain, Amit continue de les accompagner, jour après jour. À chaque opération, il y avait ce sentiment qu'il était avec nous. On se demandait comment Amit aurait agi, comment se serait-il préparé, qui aurait-il choisi d'emmener ici ou là. À chaque garde, on parlait de lui. Il était totalement présent avec nous. En tout cas, c'est ainsi que je l'ai ressenti et je pense parler au nom de tous. Hanouka, c'est l'histoire d'une petite lumière face à l'obscurité. Amit Levy est tombé ce jour-là
Mais pour ceux qui l'a guidé, aimé, protégé, sa lumière, elle, continue de briller. C'est la fin de ce numéro de Défense. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur i24 News. L'information continue sur notre antenne, notre site internet et nos réseaux sociaux, Facebook, X, Instagram et YouTube. Passez une très bonne soirée.